Didier Guénan-Janson, vous venez de transmettre le poste de secrétaire général de l'USWINC à Milo Pognewa. Un petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas, vous avez 35 ans de syndicalisme à votre actif. Vous êtes issu d'une famille à la fibre sociale, on peut dire cela, élevé à l'école rurale et artisanale de Bourail, entré en 1972 à la SLN comme électricien et élu en 1981 sur la liste du SWINC et en 1998 à l'USWINC. Voilà 17 ans. La fidélité ferait donc partie de vos valeurs, Didier Guénan-Janson ? Oui, tout à fait, c'est une belle valeur. Et je vais y rester fidèle jusqu'à ma mort. Mais oui, j'ai été sportif, j'ai porté les couleurs de la S Maretta, je défends toujours la S Maretta. Oui, j'aime bien la fidélité. Alors, historiquement, Maurice Lenormand a participé à créer le SWINC. Est-ce que ça a donné une coloration politique au syndicat ? Oh, écoutez, à l'époque, c'était oui, notre époque. Oui, à l'époque, Maurice Lenormand l'UC était en bagarre avec le grand syndicat de l'époque, qui est le syndicat autonome. Et effectivement, ils ont participé. Mais ce sont bien des salariés qui sont levés pour créer le SWINC. Toutes les équipes de Gilbert Drétan. Gilbert qui a créé le premier SWINC et qui a après, en 69, créé l'USWINC en 69. Et aujourd'hui, Didier Guénan-Janson, à l'USWINC, toutes les origines culturelles sont représentées ? Ben écoutez, ceux qui ont pu voir les images du congrès de l'USWINC ont pu le voir. Il y a toutes les couleurs de la Nouvelle-Calédonie, toutes les couleurs en termes de couleur de peau, en termes de couleur politique et en termes de couleur religieuse. Donc oui, tout le monde est représenté à l'USWINC. Et c'est pas toujours simple à vivre et à faire vivre, parce que c'est aussi beaucoup de caractère, de fort caractère. Et cet USWINC qui a toujours été un syndicat très contestataire en extérieur, mais très contestataire aussi en interne. C'est ce qui est usant quand on est le secrétaire général pendant 17 ans. Oui, c'est beau d'abord. C'est beau parce que c'est des rencontres humaines qui sont extraordinaires. Le nombre d'hommes et de femmes que j'ai pu rencontrer depuis 35 ans, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Sans eux, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est d'abord beau, mais c'est aussi par moments très compliqué. Et tout le monde a en souvenir un certain nombre de crises qui sont passées dans notre organisation. Et après, on arrive toujours, se serrant les coudes, à surmonter tout ça et à redonner un nouveau démarrage. Alors venons-en à l'actualité, si vous voulez bien. On va parler de l'économie dans un deuxième temps. On a cette question de la mine et un conflit des rouleurs. On a vu cette semaine une mise en garde, on va dire, des rouleurs qui disent que leur conflit risque de repartir. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ben écoutez, par principe, puisque je suis syndicaliste, je ne critique pas les gens qui se battent pour leur emploi, pour un certain nombre de choses. Là, je dis sur l'affaire Nickel, moi je suis inquiet et je ne l'ai pas caché. Ça fait 6 mois que je dis qu'on est dans une crise une crise qui va être longue. On sait qu'il va y avoir des cadavres. Alors faisons en sorte, tous ensemble, que dans les cadavres, il n'y a pas de cadavres en Nouvelle-Calédonie. Nos 3 usines sont en danger aujourd'hui, il faut le dire, il faut l'affirmer. Et si nos 3 usines sont en danger, les petits mineurs sont en danger. Donc moi, je souhaiterais qu'il y ait la période qui s'ouvre, puisqu'on est en crise, profitons-en pour se réunir, se mettre autour d'une table et poser les bases de l'exploitation minière en Nouvelle-Calédonie pour l'avenir. Est-ce que vous avez exprimé d'ailleurs dans cet ouvrage sur le nickel, le métal du diable, on s'en souvient, rapport Syndex je crois, vous avez dit pas de cadavres, mais quand on voit le gouvernement qui, cette semaine écoulée, choisit d'ouvrir des exportations de minerais pauvres à MKM et pas à d'autres, comment vous voyez cette posture gouvernementale ? Justement, c'est une gestion à court terme, sous la pression. Point. Il n'y a pas de vision dans cette gestion. On ne rend pas service à la Nouvelle-Calédonie ? Non, on ne rend pas service à la Nouvelle-Calédonie parce que on gère ça sous la pression et sur le court terme, alors que ce nickel ne peut être que géré pour que ça soit efficace sur le long terme. Mais le long terme, on ne l'a pas défini. On n'a pas défini qu'est-ce qu'on fait avec nos réserves. On n'a pas fini d'abord de savoir combien on a de réserves de nickel dans ce pays. Ça, c'est quand même, après plus de 150 ans d'exploitation, c'est quand même une chose impensable. Nous ne savons pas exactement le nombre de réserves et de ressources que nous avons dans notre sous-sol. Il est temps de le faire. Une fois qu'on l'aura fait, on pourra discuter. Quelle est la part à la transformation? Quelle est la part à l'exportation? Quelle est la part de capitaux privés dans le nickel? Quelle est la part de capitaux publics?
Donc on a manqué... L'intérêt selon général, vous, excusez-moi. on a manqué un éclairage en profondeur sur cette question. Oui, et puisqu'on est en crise et que ça va être difficile, serrons-nous les coudes, faisons en sorte que les opérateurs dans le nickel traversent cette crise avec le moins de casse possible, puisque s'il y a casse, il y a des salariés au chômage, il y a des salariés qui perdent leur emploi. Donc faisons en sorte tous ensemble qu'il y ait le moins de casse possible, et en même temps réunissons-nous. Tous ensemble pour pouvoir définir justement qu'est-ce qu'on fait avec notre nickel. Quel est l'intérêt général de la Nouvelle-Calédonie et pas uniquement l'intérêt des acteurs eux-mêmes. Parce qu'on entend parler, et c'est récurrent, de stratégie minière ou de doctrine nickel. Vous, Usweng, vous dites quoi? Il faut une troisième voie, celle de l'équilibre, celle du rapprochement? D'abord, l'USWAG, elle n'a pas peur des mots. Soit on peut appeler ça stratégie ou doctrine, c'est pas le sujet. Nous sommes prêts, et c'est bien pour ça qu'on a fait ce travail en profondeur avec l'étude de USWAG Syndex. Nous sommes prêts à participer. Nous avons posé une réflexion de fond. Et c'est quand même curieux dans ce pays que c'est une petite organisation syndicale qui fait ça. Personne d'autre ne l'a fait. Aucun opérateur économique, ni la SLN, ni KNS, ni Vallée, qui ont des moyens énormes, n'ont fait ce travail-là. Ni le gouvernement de la Calédonie, ni les provinces qui sont compétentes n'ont fait ce travail-là. C'est nous qui avons fait ce travail-là, que nous le posons sur la table et nous disons, allez, maintenant on en discute. Hein, et puis on est en crise, donc protégeons court terme et définissons le long terme. Et d'ailleurs, dans ce débat, il y a aussi cette vision, on va dire, de gestion privée des industriels. Et certains veulent y ajouter une dose de gestion publique. Qu'est-ce que vous dites, vous? Faut-il les deux, l'un ou l'autre? Écoutez, il faut arrêter ce débat. Et Monsieur Rosada, je souhaiterais que les médias ne se propagent pas de faux combats. Vous avez vu, pendant le conflit des mineurs, on nous a resservi le libéralisme et l'économie assistée. Il n'en est pas question de l'économie assistée. La Calédonie est dans l'économie de marché. La Calédonie est un pays qui est dirigé par des forces politiques majoritairement libérales. Et dans le domaine du nickel, dans le passé, ça a même été l'ultralibéralisme. Il y a eu du pillage dans notre pays de fait. Donc, arrêtons, on reste dans l'économie de marché, il faut réguler cette économie de marché. C'est ça qu'on a à faire. Qu'il y ait des intérêts publics, et on voit bien que l'affaire de KNS, n'oublions pas, sans les intérêts publics sur KNS, à l'origine de l'État et de la province Nord, il n'y aurait pas d'usine du Nord. Il n'y aurait pas d'usine à KNS. Donc oui, nous pensons qu'il peut y avoir un équilibre demain entre les intérêts publics et les intérêts privés. Alors on va en arriver à la question économique pure. Une dernière question. Vous êtes issu de la SLN. La décision d'Eramet de reporter sa centrale, ce sera ma dernière question sur cette question de nickel. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est triste. C'est triste pour la Nouvelle-Calédonie. C'est triste pour la SLN. C'est triste pour Eramet. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai un peu ce recul-là. Je dis sur SLN, je suis inquiet pour le court terme, parce qu'il y aura des conséquences sur les salariés. Je ne suis pas inquiet pour le moyen et le long terme, parce que personne ne peut nous enlever nos mines qui sont là, bien attachées à la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je suis inquiet pour le groupe Eramet. Cette direction, la direction actuelle, qui est là depuis déjà un certain nombre d'années, est en train de tuer le groupe Eramet. Et ce groupe Eramet, il faut que les Calédoniens sachent, c'est le dernier groupe minier français. C'est stupide. Et là, avant de demander de l'argent à l'État, je demande simplement à l'État qui joue son rôle d'actionnaire, ce qu'il ne fait pas depuis plus de 10 ans. Alors venons-en à la question économique et financière du pays. On le sait, le contexte est 21% de ménages en dessous du seuil de pauvreté, 14% de chômage. Et le Congrès, cette semaine, qui lance un cri d'alarme de rigueur. Comment on fait? Il serait temps, M. Rosada. On vit au-dessus de nos moyens depuis un certain temps. Les différents gouvernements qui sont passés là, depuis, ont entretenu ça. Donc oui, et tout ça tombe dans une période de ralentissement fort économique. Une crise du nickel qui va être très dure et qui risque de poser d'énormes problèmes. Maintenant, on se dit, ben oui, il faut serrer les boulons. C'est dommage qu'on le fasse maintenant. Si on l'avait fait avant, les conséquences auraient été moins difficiles. Mais maintenant, c'est là, à nous de le gérer. À nous de le gérer et nous prendrons notre place dans toute cette discussion pour faire en sorte que les minima sociaux ne soient pas touchés. Parce que là, on commence à nous faire miroiter qu'on ne pourra pas payer certains minima. C'est inacceptable. Qu'il y a maintenant une rigueur, enfin, de gestion financière de ce pays, enfin. Mais maintenant, il faudra préserver
ceux qui sont plus faibles dans ce pays. Mais comment pourra-t-on faire, Didier Guénan-Janson, pour combattre la vie chère, c'est-à-dire l'appauvrissement des ménages, et vouloir à la fois une taxe générale sur la consommation, une TVA et tout un train de mesures fiscales qui vont impacter les ménages et souvent les plus défavorisés? Écoutez, ce qu'on est en train de faire avec l'intersyndicale, c'est justement de faire en sorte que tout le monde participe à la construction de ce pays. Aujourd'hui, qui paye? C'est quand même la grande majorité, la classe moyenne et les petits, ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, parce que la fiscalité indirecte est tellement lourde pour eux qu'ils en payent autant que les autres. Mais il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Il faut aller le chercher où il est. Dans le nickel, il y avait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent du nickel? Ça, ce sont vos propositions. Mais bien sûr, et on peut mettre tout ça en place. Ça aurait été plus facile de le faire en 2012 quand on a signé les accords économiques. Il y avait une économie qui marchait. Ça aurait été plus facile, mais nos politiques ont tellement tergiversé. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle l'épisode de la dernière tentative TVA avec une proposition du gouvernement au Congrès et 0 voix pour? Est-ce qu'il faut se rappeler ça? Ils ont tellement tergiversé que maintenant on doit faire toutes ces réformes avec une économie qui est en panne. Eh bien, là encore, faisons d'un inconvénient, faisons d'une période difficile quelque chose qui est un point de départ pour une nouvelle société calédonienne et une nouvelle société économique. Mais Didier Guénan-Janson, on n'est pas sorti d'affaire parce qu'ils ne s'entendent pas du tout, les politiques entre eux. Que ce soit les politiques indépendantistes ou non indépendantistes, on voit bien qu'il y a des divergences très profondes. C'est je pense, une des inquiétudes qu'on peut avoir pour l'avenir à court terme, c'est que le pays se divise en petites fractions. Le politique est divisé, très clairement. Mais il n'y a pas que le politique. On voit partout des divisions dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille tous, et en tous les cas, Lussoin qui participe avec ses réflexions, les idées qu'elle met sur la table, et mes camarades qui ont pris la suite à Lussoin, qui sont tout à fait dans ce cadre-là, on doit réunir, on doit faire en sorte que l'intérêt général soit pris en compte. Si on vient sur l'intérêt général et pas l'intérêt d'un tel ou d'un tel, on doit trouver les solutions. Donc je vous sens, si j'ai bien compris, plus optimiste que pessimiste sur la sortie de l'accord de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie. Écoutez, il faut quand même pas oublier le passé. Nos hommes politiques, je critique beaucoup, souvent, nos hommes politiques ont été capables de faire les accords de Matignon. Ils ont fait l'accord de Nouméa. Je pense qu'ils sont capables de faire la sortie, et il faut que le mouvement social, le mouvement associatif, il faut que tout le monde participe à cette réflexion. Là où je suis mon plus pessimiste, c'est leur volonté à réformer cette économie qui est une économie comptoir et qui est fortement injuste. Ça, ils ne nous l'ont pas prouvé dans le passé. Je pense qu'on a une TGC à mettre en place tous ensemble. Faisons en sorte que ce soit quelque chose de positif. Que ce ne soit pas une catastrophe pour le pays. Ça va être difficile, on le sait. Mais c'est difficile pour le politique. C'est difficile pour l'intersyndicale. C'est difficile pour les consommateurs. Ça sera difficile pour tout le monde. Mais si on prend les bonnes recettes, ça peut être un bien pour ce pays. Alors, mobilisons-nous sur ce qui peut être l'intérêt général et le bien pour le pays. Et est-ce que Lussoin prendra position dans le débat sur la sortie de l'accord ou pas? Mais Lussoin, je le dis, la fonction principale de Lussoin, c'est d'émanciper les travailleurs. De faire en sorte que les travailleurs puissent prendre leurs décisions tout seuls. Donc on émancipe les travailleurs, mais on ne décide pas à leur place. Donc Lussoin ne sera pas là à dire oui ou non à l'indépendance, ce n'est pas sa place. Lussoin participera aux accords de sortie sur sa partie économique et sociale. Quelle économie? Quelle politique sociale? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire en sorte qu'il y ait plus de 21% de la population sous le seuil de pauvreté? C'est ça notre place, et on l'occupera toute notre place, rien que notre place. Mais le problème d'indépendance ou de pas indépendance de pays, ça, ce sont les militants de Lussoin, ce sont les adhérents de Lussoin qui, tout seuls, dans un isoloir, décideront, parce qu'ils sont majeurs. Alors, on arrive à la fin de cet entretien, Didier Guénan-Janson. Après ce départ syndical, et bien rempli, on va dire, vous savez ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez présider une structure dédiée au nickel ou d'autres choses? Non, pour l'instant, j'ai demandé de souffler, parce qu'après 35 ans de syndicaliste et 17 ans secrétaire général de Lussoin, que j'en ai besoin physiquement et moralement, mais mes camarades m'ont demandé, par exemple, de continuer l'intersyndicale vie chère. Donc je vais rejoindre en tant que retraité mon vieux camarade et ami Joao d'Almeida, qui est aussi ancien secrétaire général et retraité.
Et donc, je vais continuer le dossier Vichère. Je suis au conseil d'administration du Fonds social Habitat. Mes camarades de l'USOINC m'ont demandé de continuer ces 2 dossiers. On parle du Conseil économique et social national. Et puis, l'USOINC a présenté ma candidature il y a 1 an au poste de conseiller économique et social national. Ça, c'est une désignation qui se fait par le gouvernement français. Donc, on verra. Si ça se fait, ça me donnera encore une occupation. Sinon, j'ai plein de choses qui m'intéressent dans ce pays. La Nouvelle-Calédonie est passionnante. En tout cas, merci Didier Guénan-Janson pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous.